Now, it turns out, if any of these parts are missing, the trap doesn't work. So not only is it complex, it's what I called irreducibly complex. You can't take a part away and still have it work. If you took away this hammer, the mice don't get caught. Take away the spring or the holding bar, any of the pieces, it doesn't work. Now, the problem for Darwin's theory is that, number one, the molecular foundation of life is run by machines. The cell is run by actual machines made out of molecules. People find that fantastic, but hey, that's the way it is. There are little machines that act like outboard motors that can propel cells along, and other machines that carry cargo from one part of a cell to another. And those machines, just like pretty much any machine, and including the mousetrap, have a number of different parts performing different roles, and they're all needed for the machine to work. Darwin's theory of evolution requires that natural selection favor an organism that has a very small change that helps the organism do something better. So if we're taking that view of Darwinism, we can ask, how could something like this, something like a mousetrap, be put together one tiny step at a time? And it turns out it's surprisingly difficult. If you just had the wooden platform, just the bottom, that doesn't catch mice. If you put on, say, this holding bar, you might say, well, maybe if a mouse is running along, it would trip on the platform and impale itself on the holding bar. But that's kind of just silly. So this can't be made gradually. So that's a big problem for Darwin's theory, because pretty much the foundation of life, these things are all over the place. And furthermore, you can ask yourself, well, how do we recognize intelligence? And it turns out that the way that we recognize intelligence is by what I called a purposeful arrangement of parts. And that's when different parts are put up in relationship to each other, where you can see that they have a purpose. That is, the arrangement has a purpose. An easy example are letters in a word. People put the letters in to form a word, words to make a sentence, and so on. And not only is this arrangement, this can't be put together gradually, but we immediately see that the arrangement of these parts has a purpose. And so we immediately grasp the intelligence that was needed to produce something like this. And again, I can't emphasize enough that Darwin didn't know anything about the foundation of life. He and his contemporaries thought that the cell was a little piece of jello, protoplasm, they'd call it. And it was mysterious, did cool stuff, but they didn't know how, so they pretty much ignored it. But modern science has shown that the cell is a lot like a ultra-sophisticated nanoscale factory, far, far beyond anything that humans could produce. And again, they're just chock full of machinery that is much more sophisticated than this simple little mousetrap. So, so not only have I become skeptical of Darwin, but you can readily see the design in life. So I've argued that many of these machines were purposefully designed. Il est vraiment intéressant de noter que plus nous en savons sur la vie et plus nous avons de connaissances en biologie, plus le darwinisme pose problème et plus la conception intelligente apparaît. Depuis 1988, le docteur Michael Behe étudie des systèmes biologiques complexes qui semblent défier les explications basées sur la sélection naturelle. Pendant longtemps, j'ai cru que l'évolution darwinienne expliquait tout ce que nous observons en biologie. Ce n'est pas parce que j'y voyais une explication, mais plutôt parce qu'on me l'avait dit. On m'a appris la biologie darwinienne à l'école.
Et à l'université, je baignais dans une atmosphère où l'on supposait que cette théorie fournissait des explications à la biologie. Et là encore, je n'avais aucune raison d'en douter. Il y a 10 ans environ, j'ai lu un ouvrage intitulé « Évolution, une théorie en crise », écrit par un généticien australien, Michael Denton. Il avançait, contre la théorie de Darwin, de nombreux arguments scientifiques que je n'avais jamais entendus jusque-là. Et ces arguments semblaient plutôt convaincants. À ce moment-là, j'ai senti monter en moi une frustration, parce que j'avais l'impression d'avoir été conduit sur une fausse piste. J'avais devant moi une série de très bons arguments. J'avais décroché un doctorat en biochimie, je faisais partie du corps enseignant, et pourtant ces points de vue m'étaient totalement inconnus. À partir de ce moment, je me suis intéressé de près à la question de l'évolution, et j'ai choisi de ne plus considérer les processus darwiniens comme la seule explication à la vie. Le scepticisme de Michael Behe découlait en grande partie des découvertes de la biologie moderne sur le composant fondamental de la vie, la cellule. Au XIXe siècle, du vivant de Darwin, les scientifiques pensaient que l'unité fondamentale de la vie, la cellule, n'était qu'un simple globule de protoplasme, un morceau de gélatine ou quelque chose de facile à expliquer. Cette idée est demeurée plus ou moins inchangée jusqu'au début des années 50. Mais pendant la deuxième moitié du XXe siècle, notre connaissance de la cellule a totalement explosé. Aujourd'hui, les technologies de pointe révèlent des mondes microscopiques très élaborés. Des mondes si petits qu'un dé à coudre de culture liquide peut contenir plus de 4 milliards de bactéries unicellulaires dans lesquelles s'entassent des circuits, des codes d'assemblage, des machines miniatures avec une complexité que Charles Darwin n'aurait jamais imaginée. À la base même de la vie, là où les molécules et les cellules mènent la danse, on a découvert des machines. Des machines moléculaires au sens littéral. De minuscules camions moléculaires transportent des fournitures d'un bout à l'autre de la cellule. Des machines captent l'énergie solaire pour la transformer en énergie utilisable. Il y a autant de machines moléculaires que de fonctions organiques dans le corps humain. Le fait d'entendre, de voir, de sentir, de goûter, de toucher, la coagulation sanguine, la fonction respiratoire, la réponse immunitaire, tous font appel à une multitude de machines. Quand on observe ces mécanismes, on se demande d'où viennent-ils? Et la réponse classique, celle de l'évolution darwinienne, est à mon avis très inadéquate. Au cours de conférences universitaires au début des années 90, Michael Behe commença à faire part de ses doutes sur les capacités de la sélection naturelle à construire des machines moléculaires complexes. Une machine en particulier attira son attention. Je me souviens de la première fois où j'ai vu, dans un manuel de biochimie, la représentation d'un flagelle bactérien, avec chacun de ses composants dans toute sa gloire. Il était doté d'une hélice, d'une zone d'ancrage, d'une transmission et d'un moteur, et j'ai regardé tout ça en me disant « c'est un vrai moteur hors bord, c'est le résultat d'une conception. Ces parties ne se sont sûrement pas assemblées au hasard ».